Je vous remercie pour votre question. Ce que je peux dire par rapport aux différends entre Alger et Bamako, c'est que pour éclairer votre lanterne, il faut faire deux croisements historiques importants. Le premier croisement, c'est le rôle historique de l'Algérie dans la médiation des crises au Mali et la volonté des deux gouvernements. Pour faire un petit historique des relations entre le Mali et l'Algérie, il faut remonter aux ères des indépendances. Ce sont ces moments que j'aime appeler l'ADN des républiques. Donc, le Mali a eu son indépendance en 1960 et a soutenu l'Algérie pour son indépendance en 1962. Le premier président, Modibo Keïta, un président civil, a toujours veillé à une fraternité avec l'Algérie. Donc, cette fraternité s'est traduite par la signature le 30 octobre 1963 d'un accord entre le Maroc et l'Algérie qui est appelé l'accord des Sables, dont les deux présidents, rahimahumullah, le roi Hassan II du Maroc et le président Ahmed Ben Bella de l'Algérie ont signé à Bamako. Donc, en 1991, l'Algérie va faire sa première médiation des conflits entre le groupe indépendantiste du nord du Mali et le gouvernement malien. Donc, en 2006, il y a un deuxième accord qui est signé, dit l'accord de Tamaracet. Et en 2015, un troisième accord est signé, l'accord d'Alger. Donc, ceci donne à l'Algérie un rôle historique de médiateur dans la crise du nord du Mali. Et en 2020, le Mali a connu un coup d'État avec à sa tête le colonel Assimi Goïta. Donc de 2020 à 2024, Assimi Goïta a parfaitement cohabité avec les groupes séparatistes du Nord, signataires de l'accord de paix d'Alger. Maintenant, la chronologie importante sur laquelle il faut faire des fixettes pour comprendre un peu les différends entre Alger et Bamako, c'est de comprendre la volonté de pérennité du pouvoir dictatorial de Assimi Goïta et la volonté de pacification des relations entre les groupes séparatistes et le gouvernement de Bamako par Alger, qui est son rôle ordinaire de médiateur. Et aussi, il faut comprendre les refus d'Alger de s'inscrire dans la politique dictatoriale de Assimi Goïta et aussi sa politique répressive des groupes séparatistes du Nord. Donc cette politique répressive intervient dans un contexte politique important qu'il faut comprendre à l'intérieur même des frontières maliennes, c'est que le Mali a connu la fin de l'ère du premier président de la République, père de l'indépendance, en 1968, par un coup d'État militaire qui nous a mis dans un régime dictatorial de 23 ans qui a pris fin en 91, année de signature du premier accord entre les groupes séparatistes du Nord et l'État malien. Donc en 91, il y a eu au Mali ce qu'on appelle l'avènement de la démocratie conduit par le mouvement démocratique. Donc Assimi Goïta a une politique qui veut nous faire retourner à la dictature militaire qui s'est exprimée, par la dissolution de l'Association des élèves et étudiants du Mali, qui est une organisation qui a joué un rôle historique dans la chute de la dictature militaire de 23 ans du général Moussa Traoré et qui nous a amené à la démocratie. Donc, deuxième chose est que Assimi a dissolu tous les partis politiques, ce qui nous a pris un grand acquis en 1991 par les sangs des martyrs qui sont tombés pour que plus jamais il n'y ait plus de dictature militaire au Mali. Donc, quand est-ce que Assimi Goïta est sorti de l'accord d'Alger? Il est sorti de l'accord d'Alger en janvier 2024, exactement à 2 mois de mars 2024, qui était la date légale de la fin de la transition au Mali. Et il est sorti le même mois, en janvier 2004 aussi, de la CEDEAO. Donc ces deux sorties doivent être interprétées dans le cadre d'un stratagème
purement orchestré par la dictature de Assimi Goïta pour se pérenniser au pouvoir. Donc, l'un des meilleurs alibis de se pérenniser au pouvoir, c'est de dire au peuple qu'il n'y a d'autre option que d'aller en guerre. Oubliant qu'il a cohabité de 2020 jusqu'en 2024 avec les groupes séparatistes du Nord. Mais au moment exact où il avait besoin de créer dans l'esprit collectif des Maliens un sentiment de va en guerre pour justifier le non-respect du calendrier de fin de la transition qui devait s'opérer en mars 2024, en janvier, il dit nous sortons de l'accord d'Alger. Donc la sortie de l'accord d'Alger nécessitait d'Alger en tant que médiateur de vouloir recoller les morceaux. Et à ce moment précis, Assimi Goïta avait besoin d'alibi de créer un ennemi extérieur. Le premier ennemi extérieur créé a d'abord été la France. Après la France, ça a été le mouvement séparatiste. Après le mouvement séparatiste, ça a été la CEDEAO. Après la CEDEAO, ce sont les partis politiques maliens. Et toutes ces sorties sont appuyées par une campagne médiatique financée par les moyens de l'État malien pour entretenir dans les esprits des Maliens le maintien de la dictature militaire. Donc, les initiatives algériennes de jouer son rôle de médiateur, car l'accord d'Alger a été signé à Alger et reconnu par la communauté internationale à travers une médiation onusienne. Donc, Alger est dans son rôle de s'inscrire dans des efforts de maintenir une pacification des relations entre le groupe séparatiste du Nord et le gouvernement de Bamako. Et en ce même moment, le gouvernement de Bamako est dans une trajectoire de maintien dans une dictature qui n'avait pas dit en son nom en janvier 2024. Mais plus tard, il y a eu des événements majeurs qui ont conduit Assimi Goïta à faire accepter dans la conscience populaire au Mali qu'il a légalement le droit d'avoir 5 ans renouvelables jusqu'à, entre guillemets, pacification du pays. Or que la constitution du Mali, adoptée par référendum et promulguée le 22 juillet 2023, dit en son article 53, je cite qu'en cas de vacance du pouvoir, la transition ne peut pas dépasser 4 mois. Donc, les dispositions prises par Assimi Goïta pour s'auto-octroyer le statut de président de la République et un mandat de 5 ans sont des dispositions anticonstitutionnelles qui sont bloquées par l'article 45 de la Constitution du 22 juillet 2023 qui dit que le président de la République est élu par suffrage universel et l'article 188 et l'article 189. Donc l'article 189 dit que toute législation en vigueur au Mali reste applicable du moment qu'elle n'est pas contradictoire à l'actuelle constitution, qui est la constitution de juillet 2023. Donc une constitution qui dit qu'une transition ne peut pas dépasser 4 mois, ne peut pas cohabiter avec une loi qui veut donner à un putschiste un mandat de 5 ans renouvelable après une transition de 5 ans. Donc, je mets les différends entre Alger et Bamako dans un contexte de deux gouvernements où un gouvernement veut jouer son rôle de médiateur en pacifiant les relations entre le gouvernement de Bamako et le groupe séparatiste du Nord et la volonté du gouvernement de Bamako qui est de broyer tout ce qui est démocratique pour s'inscrire dans la logique d'un pouvoir purement dictatorial qui s'est manifesté par un président militaire, un premier ministre militaire, un président de l'Assemblée militaire et une répression de toutes les voix qui appellent à un retour à l'ordre constitutionnel. Et vous êtes leurs amis du moment que vous cautionnez la dictature. Si vous parlez d'un retour à l'ordre constitutionnel, vous êtes qualifié d'être un ennemi du Mali ou un ennemi du peuple malien. Or que nous sommes de l'école de Mandela qui dit que l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Et Alger a toujours été aux côtés du peuple malien en termes d'éducation, en octroyant des bourses qui ont formé pas mal de cadres maliens. Et le ministre des Affaires étrangères du Mali, actuellement, a eu une formation en Alger. Le président Assimi Goïta a été formé à Alger. Le premier ministre malien a été formé à Alger. Donc, celui qui te donne l'arme de transformer le monde ne prendra pas une arme contre toi. C'est comme ça que j'ai fait la lecture des relations entre Alger
et Bamako. Je vous remercie pour votre micro.